Et pour boire, on passe. Moi, 27 seulement. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Je reprends pour vous. Comme vous le savez, nous habitons sur une île. Cette île s'appelle l'île d'Haïti. Mais la première fois que les Européens qui vont coloniser cette île-là sont arrivés sur cette île, c'était le 5 décembre 1492. Donc, c'était les Espagnols qui étaient sous la direction de Christophe Colomb. Or, comme vous le savez, Christophe Colomb n'est pas un Espagnol, c'est un Italien. Okay? Il est né à Gênes en Italie. Mais il était au service de l'Espagne à l'époque. Parce que lui, il voulait trouver une route pour se rendre aux Indes à la recherche des épices. Mais il n'allait pas arriver aux Indes, mais il allait révéler aux Européens un nouveau continent que les Européens ignoraient à l'époque, Mais d'après les recherches qui ont été faites dernièrement, on a pu voir que des Vikings étaient arrivés en Amérique bien avant Christophe Colomb. Mais c'est Christophe Colomb qui allait révéler au monde européen de la fin du 15e et du début du 16e siècle l'existence de ce continent qu'on appelle l'Amérique. Mais il ne savait pas qu'il était arrivé, qu'il venait de découvrir un nouveau continent, ou bien qu'il venait de relever aux Européens un nouveau continent, mais il croyait qu'il était dans les parages de l'Inde. C'est pourquoi il va appeler ses habitants, les habitants de ce continent, les Indiens. OK? Mais comme vous le savez, l'Inde se trouve en Asie. Donc Christophe Colomb n'était pas arrivé en Asie, mais il révélait l'existence d'un continent que les Européens ignoraient. Parce qu'à l'époque, les Européens connaissaient l'existence de 3 continents, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Asie. OK? Donc, comme à notre niveau, nous devons dire que l'Europe et l'Asie ne forment qu'un seul continent qui s'appelle l'Eurasie. Donc, lorsque vous étiez dans la classe antérieure, on vous disait que l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Mais à l'époque, comme c'était les Européens qui étaient les détenteurs de savoir, de connaissances, qui étaient beaucoup plus avancés concernant le savoir, les connaissances, ils considéraient l'Europe comme étant un continent. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de séparation entre l'Europe et l'Asie. OK? D'ailleurs, vous le savez très bien, la Russie, qui est actuellement le pays le plus vaste de la planète, vous me suivez, a une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, dont 12 millions se trouvent en Asie et 5 millions seulement se trouvent en Europe. Or, comme souvent, vous pouvez voir que la Russie participe aux compétitions sportives européennes. Mais cela ne nous concerne pas, c'est juste pour lorsque vous êtes Saint-Louisien, il y a certaines informations que vous devriez maîtriser. Mais en ce qui nous concerne, après la colonisation espagnole, où on a assisté à un génocide des Indiens, il va y avoir maintenant les Français qui allaient s'intéresser à la colonisation de l'île. Et cette colonisation de l'île va commencer tout d'abord à l'île de la Tortue par les Français. OK? D'où de l'île de la Tortue qui se trouve au nord-ouest de l'île, ils allaient plus ou moins coloniser la partie septentrionale. Lorsque je vous dis septentrional, que signifie septentrional, élève de S2? Non, pas de musique, pas de musique. Que signifie septentrional? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Que signifie septentrional? Septentrional vient du mot septentrion qui signifie le nord. Donc, lorsqu'on dit septentrional, cela signifie au nord ou bien du nord. OK? S'il vous plaît, on dit Stéphane Désir, s'il vous plaît. Lorsque on parle de l'orchestre septentrional, cela signifie comme c'est un orchestre qui vient du nord. Pour le sud, on dit méridional. Lorsqu'on dit la partie méridionale, c'est la partie qui se trouve au sud.
partie septentrionale, la partie se trouve au nord. La partie méridionale. Ou Benchi? Retire au nord, Nina? Oui, monsieur. Non, tu éteins ton microphone. Oui. Je suis là. Éteins ton microphone. Oui. La partie septentrionale signifie la partie au nord et la partie méridionale signifie la partie au sud. Pour l'est, la partie qui se trouve à l'est, on dit la partie. Pour l'est, on dit la partie quoi? Orientale. Lorsqu'on dit oriental, orient signifie est. Lorsqu'on dit la partie orientale, donc c'est la partie qui se trouve à l'est. Et pour à l'ouest, on dit occident. Lorsqu'on dit la partie occidentale, c'est la partie qui se trouve à l'ouest. C'est clair pour vous? Partie septentrionale, la partie qui se trouve au nord. Partie méridionale, la partie qui se trouve au sud. Partie orientale, la partie qui se trouve à l'est. OK? Et occidentale, c'est la partie qui se trouve à l'ouest. C'est clair? J'avance. Maintenant, les Français vont commencer par coloniser la partie occidentale de l'île. Cela veut dire la partie qui se trouve à l'ouest. Comme vous le savez, actuellement, l'île est partagée en deux États. Il y a l'État dominicain qui se trouve à l'est et la partie occidentale est occupée par les Haïtiens. OK. La partie orientale de l'île, ce sont les Dominicains. La partie occidentale de l'île, ce sont les Haïtiens. Donc, ça veut dire que vous êtes clair, hein? Donc, cela veut dire, si on vous dit que vous occupez la partie occidentale, vous occupez la partie qui se trouve à l'ouest de l'île. Donc, l'île est partagée en deux. C'est la seule île des Grandes Antilles qui est partagée en deux États, qui est partagée entre deux États. Nous avons la République d'Haïti à l'ouest, qui a comme chef de gouvernement Ariel Henry, et nous avons Adalberto, tu étais ton microphone. Et la partie orientale, qui a comme chef d'État Luis Abinader. C'est l'homme dit Adalberto, éteins tes microphones. Adalberto, pour une dernière fois, tu éteins ton microphone. Bonjour, bonjour. Bonjour, t'es l'homme. OK. Oui. Et c'est clair. Maintenant, pendant l'occupation française, à l'époque de la révolution de la canne, les Français seront obligés de se rendre en Afrique pour déporter des milliers d'Africains pour venir les rendre en esclavage à Saint-Domingue. Lorsque les Espagnols occupaient la partie occidentale, donc les Espagnols avaient appelé toute l'île Hispaniola. OK? Mais avec les Français, la partie occidentale qui va être occupée par les Français va être appelée Saint-Domingue. OK? Pendant la période coloniale, lorsque je parle de période coloniale, je parle de l'époque où on avait établi la colonisation en Haïti. Maintenant, il n'y a plus de colonisation, nous sommes un pays soi-disant indépendant. Mais avant, le pays était colonisé par les Espagnols d'abord, ensuite par les Français. Les Français avaient appelé la partie occidentale de l'île Saint-Domingue. C'est clair? Et à l'époque, comme il y avait trois principales villes à l'époque coloniale des Français, il y avait Les Cayes, Le Cap et Port-au-Prince. Comme vous le savez, Le Cap a été fondé en 1810 par Bertrand d'Augeron, par Bertrand d'Augeron, et tandis que la ville de Port-au-Prince a été créée ou bien a été fondée au Bel-Air en 1749 sous l'habitation Rando. Rando, R-A-N-D-O-T. OK? Donc, cela veut dire que Port-au-Prince a pris naissance au Bel-Air. Donc, Bel-Air que les gens appellent en créole Bel-Air, mais c'est Bel-Air. De L-A-I-R, Bel-Air. OK? Donc, c'est là qu'a pris naissance la ville de Port-au-Prince. OK? Et au Bel-Air. Donc, c'est l'habitation qui s'appelle l'habitation Rando. C'est clair pour vous? Je vous suis. Comme à un certain moment, il va y avoir les blancs et les noirs, mais il y avait de belles négresses. Ces belles négresses allaient attirer les blancs. OK? Étant donné que les négresses avaient des fesses beaucoup plus redondantes que celles des blanches,
il y avait des Blancs, malgré qu'ils étaient mariés, ils allaient avoir des rapports sexuels avec les négresses. D'où on allait assister à une nouvelle race, à savoir le métissage. Donc, lorsque je parle du métissage, vous allez voir les mulâtres. Donc, cela veut dire que c'est dans la Caraïbe ou bien en Amérique qu'on allait assister pour la première fois à ce brassage de races qui allait donner naissance à ce nouveau groupe de races qu'on appelle le métissage, que nous appelons ici en Haïti, nous-mêmes, les mulâtres. Donc, sur le plan racial, bien qu'on a établi que maintenant les ethnologues et les scientifiques ont établi qu'il n'y a pas de différence entre les races, qu'il n'y a qu'une seule race humaine, mais pour que vous puissiez comprendre l'histoire, nous allons dire qu'il y avait les Blancs sur le plan racial, les Blancs, les mulâtres et les Noirs. Il y avait les Blancs, les mulâtres et les Noirs. C'est clair? Et ce que je dois vous dire, comme vous le savez, les Français seront obligés de voter certaines lois. D'où ils allaient voter en 1685, ils ont établi le Code noir. Le Code noir, comme je vous l'avais dit, régissait les rapports esclavagistes dans les colonies françaises. OK? Donc, régissait les rapports esclavagistes dans les colonies françaises. Cela veut dire les rapports qui devaient exister entre les maîtres et les esclaves. Donc, or, il y a certains Blancs qui reconnaissaient leurs enfants mulâtres. Donc, il y a un article qui stipulait que, dans le Code noir, tout Blanc âgé de 20 ans a le droit d'affranchir son esclave. OK? Je reprends pour vous un article dans le Code noir. Tout maître blanc âgé de 20 ans a le droit d'affranchir son esclave. Donc, cela veut dire, le mot affranchir signifie être libre. Donc, l'esclave pouvait sortir de cette situation dans laquelle il se trouvait pour devenir un homme libre. Donc, or, il y a des Blancs qui ont pu voir que c'était leur fils. Ils ne voulaient pas que leur fils reste dans l'esclavage. Ils ont décidé de les affranchir. Mais il y a d'autres. OK? C'était comme un rapport sexuel juste pour pouvoir se satisfaire. Donc, ils laissaient l'enfant dans l'esclavage. Donc, il y avait des esclaves noirs en grande majorité, mais il y avait une minorité d'esclaves mulâtres. C'est clair? De même que il y a certains noirs qui vont acheter leur liberté. Donc, il va y avoir aussi des affranchis noirs et des affranchis mulâtres. Mais en grande majorité, les affranchis étaient des mulâtres, mais il y avait une minorité d'affranchis qui étaient aussi noirs. C'est clair? C'est clair? Maintenant, si on vous demande de définir ce que c'est un affranchi élève de S2, ce que vous avez déjà étudié en SE, vous allez dire un affranchi est un noir libre ou un mulâtre libre. Je le prends pour vous. Ça, vous devez l'écrire. Et vous devriez mémoriser cette définition. Un affranchi est un noir libre ou un mulâtre libre. Pour une dernière fois, je reprends et je ne vais plus parler de cette définition, même si lorsque les cours vont se reprendre en présentiel, un affranchi est un noir libre ou un mulâtre libre. C'est clair? C'est clair pour vous? Oui. Donc, sur le plan maintenant économique, sur le plan pas économique, sur le plan social, on allait retrouver 3 groupements. Ces 3 groupements étaient le groupement des Blancs, le groupement des affranchis et la classe des esclaves. Je reprends pour vous. On allait avoir 3 groupements sociaux à ce domaine. Le groupement des Blancs, le groupement des affranchis, la classe des esclaves. C'est clair. Lorsque je parle du groupement des Blancs, au sein du groupement des Blancs, il y avait les planteurs blancs, il y avait les négociants, il y avait les fonctionnaires qui à l'époque étaient aussi appelés administrateurs royaux, et il y avait les petits blancs. Les petits blancs qu'on appelait aussi blancs manants, manants M-A-N-A-N-T-S, ou blancs pour banc. Je prends pour vous. Dans le groupement des blancs, il y avait 4 catégories sociales.
Ces quatre catégories sociales étaient les planteurs blancs, les négociants, les fonctionnaires ou administrateurs royaux et les petits blancs. Donc, si vous pouvez comprendre, lorsqu'on parle des grands blancs, on voit les négociants, les fonctionnaires royaux et les planteurs. OK? Puisqu'il y a des petits blancs, il y a des grands blancs. Maintenant, nous passons au deuxième groupement social, qui est le groupement des affranchis. Il y avait les affranchis riches et les affranchis pauvres. Il y avait les affranchis planteurs, donc c'est la même chose, affranchis riches ou affranchis planteurs, et il y avait les petits affranchis ou affranchis pauvres. C'est clair pour vous. Et en dernier lieu, il y a la classe des esclaves. J'ai dit la classe des esclaves. Pourquoi j'ai dit la classe des esclaves? Il n'y avait pas de cloisonnement entre les esclaves. Aujourd'hui, vous pouvez être esclave de jardin et demain, vous êtes esclave domestique. Et aujourd'hui, vous pouvez être esclave domestique. Demain, le maître ne vous fait plus confiance. Il vous renvoie dans les champs. Et vous allez devenir un esclave des champs ou bien un esclave cultivateur ou bien un esclave paysan. Cependant, on peut dire quand même, au sein de la classe d'esclaves, il y avait trois catégories. Il y avait l'esclave à talent, qu'on appelle aussi l'esclave de métier, les esclaves à talent ou esclaves de métier, les esclaves domestiques ou esclaves de maison, parce que le mot domestique vient du mot latin domus, domi, qui signifie maison. Donc cela veut dire, lorsque vous faites des tâches ménagères chez vous, par exemple, vous balayez votre chambre, donc c'est une tâche domestique. Le mot de domestique ne veut pas dire la servante ou bien le petit garçon qui est dans le restaurant qui est un restaurant chez vous. Non, dès que vous faites une tâche à la maison, c'est une tâche domestique. Donc, lorsqu'on parle d'esclaves de maison ou bien esclaves domestiques, c'était les esclaves qui travaillaient dans la maison des planteurs. OK? C'est clair pour vous? Et en dernier lieu, il y avait la grande majorité des esclaves qui travaillaient dans les champs. On les appelait esclaves des champs, esclaves cultivateurs, esclaves de culture ou bien esclaves paysans. C'est clair pour vous? Donc, toutes ces choses que je viens de dire là, vous devriez déjà les voir en classe de S1. C'est juste pour vous faire une petite révision. Parce qu'en règle générale, si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir comprendre la situation de notre pays. Et je reprends pour vous une phrase qui a été dite par un historien français et qui s'appelle Mac Bloch, M-A-R-C, Bloch, B-L-O-C-H. OK? Qu'est-ce qu'il dit? L'incompréhension du présent naît, N-A-I, absence de complexité, fatalement, F-A-T-A-L-E-M-E-N-T, de l'ignorance du passé. L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Ça veut dire quoi? Vous allez voir, d'après un des articles du Code noir, l'esclave n'était pas autorisé à apprendre à lire et à écrire. Interdiction formelle était faite d'apprendre aux esclaves à lire et à écrire. Donc cela veut dire l'esclave devait rester dans l'obscurité sur le plan intellectuel la plus abjecte. OK? L'esclave ne devait ni apprendre à lire ni à écrire. Cependant, concernant les mulâtres qui étaient affranchis, qui possédaient le tiers des terres, parce que je dois vous dire que les planteurs affranchis possédaient le tiers des terres et le quart des esclaves. Alors, que faisaient ces affranchis? Ils se rapprochaient beaucoup plus du blanc et s'éloignaient des esclaves. Malgré que leur maman était
des esclaves. Donc, c'est le blanc qui a vu les fesses redondantes des négresses, or, comme vous le savez, et vous pouvez le constater vous-même, les noirs ont beaucoup plus de grosses fesses que les blanches. Vous pouvez voir le plus souvent, les fesses des blanches sont plates. Et les noirs, donc vous pouvez voir donc, cette forme redondante, bon, vous pouvez imaginer ce que je suis en train de vous dire dans votre tête. Et peut-être, il y a des élèves là, vous avez pu voir peut-être votre petit ami ou bien un membre une membre de votre famille donc, qui a des fesses redondantes. Bon, je ne vais pas rentrer dans certaines choses, donc je m'arrête là. Lorsque je parle de fesses redondantes, ce sont des fesses qui attirent. Lorsque la démarche des femmes qui ont des fesses redondantes, le plus souvent, si vous les regardez derrière, oui, tête chargée, oui, merci Stéphane. Ok, on dit Stéphane, tête chargée. Donc, cela veut dire, or, il y a des blanches qui étaient mariées à certains planteurs qui ne voulaient pas rester dans la colonie à cause du climat tropical. Elles préféraient rester en France. Or, leur mari qui vivait à ce domaine, qui avait des besoins sur le plan sexuel, donc entrer en relation avec ces négresses-là. Et parfois, et je dois vous dire, il y a certaines négresses qui aimaient avoir des relations, des rapports sexuels avec le maître que de l'avoir avec d'autres esclaves, avec des esclaves. Je vais vous montrer que vous pouvez voir ça jusqu'à présent. Et il y a des femmes haïtiennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se blanchissent la peau pour avoir des rapports avec des hommes qui sont un peu clairs, etc. Donc c'est la même chose qui se produit jusqu'à présent dans notre pays. OK? Donc d'où on allait assister, il y a les planteurs affranchis, ils cherchaient à entrer beaucoup plus en relation avec les planteurs blancs que d'avoir des relations avec les esclaves noirs. Et ce sont eux qui étaient beaucoup plus sans pitié envers les noirs que certains blancs. OK? Mais, comme vous le savez, la métropole française avait établi un autre instrument juridique. Cet autre instrument juridique s'appelle le pacte colonial. On dit le pacte colonial ou système de l'exclusif. Je prends pour vous le pacte colonial, pacte P-A-C-T-E, colonial sans E, C-O-L-O-N-I-A-L, ou système S-Y-S-T-E accent grave M-E de l'exclusif. L'exclusif, c'est L', E-X, C-L-U-S-I-F. Je prends le pacte colonial au système de l'exclusif. Et je vais tâcher de vous donner la définition du pacte colonial au système de l'exclusif. Le pacte colonial au système de l'exclusif, écrivez ça. Le pacte colonial au système de l'exclusif est un ensemble de règlements. Le pacte colonial au système de l'exclusif est un ensemble de règlements établissant les rapports de dépendance d'une colonie envers sa métropole. Le pacte colonial au système de l'exclusif est un ensemble de règlements établissant les rapports de dépendance d'une colonie envers sa métropole. Je prends pour vous pour une dernière fois. Le pacte colonial ou système de l'exclusif est un ensemble de règlements établissant les rapports de dépendance d'une colonie envers sa métropole. Tu dis, Sedan, Saint-Ville. Tu peux parler. Oui. Le pacte colonial ou système de l'exclusif est un ensemble de règlements établissant... Dolce, tu éteins ton microphone. Établissant les rapports de dépendance
d'une colonie envers sa métropole. OK? Maintenant, c'est quoi la métropole? Sautez et vous allez écrire pour moi le mot métropole. Je vais vous dire quelque chose. Le mot métropole que nous allons utiliser, c'est le mot colonial concernant la métropole. La métropole signifie le pays colonisateur ou bien la puissance coloniale. Le mot métropole signifie le pays colonisateur ou la puissance coloniale. C'est clair pour vous? Le mot métropole signifie pays colonisateur ou puissance coloniale. Ou puissance coloniale. Maintenant, le mot métropole aujourd'hui a un autre sens. C'est pourquoi on dit que le mot métropole est polysémique. OK? Est polysémique. Le mot métropole aujourd'hui signifie la ville principale. Par exemple, si on vous demande maintenant quelle est la métropole d'Haïti, vous allez dire Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince c'est la ville principale. La ville principale, le mot métropole. C'est clair? Le mot métropole ne s'accorde pas toujours avec le mot capitale. Capitale, lorsque je parle du capital, je parle du capital, C-A-P-I-T-A-L-E. Le mot métropole signifie la ville principale. Par exemple, en Haïti, Port-au-Prince est la ville principale d'Haïti et en même temps sa capitale. C'est clair? Cependant, le mot capitale vient du mot latin caput, capitis, qui signifie tête. C'est la ville, le mot capital, vous écrivez ça pour moi, vous sautez une ligne. Le mot capital, à savoir C-A-P-I-T-A-L-E, qui est différent du mot capital sur le plan économique, qui s'écrit sans E. Sur le plan économique, capital s'écrit sans E. Mais lorsqu'il s'agit de pays, le mot capital s'écrit C-A-P-I-T-A-L-E. Et ce mot capital signifie la ville où se trouve le gouvernement. La ville où se trouve le gouvernement. C'est la traduction du mot, c'est la signification du mot capital. La ville où se trouve le gouvernement. Je vais vous donner deux exemples pour que vous puissiez comprendre. Et la première question que je vais poser, c'est à vous d'y répondre. Je ne sais pas, quelqu'un va lever sa main et y répondre. Quelle est la métropole des États-Unis d'Amérique? Oui, tu peux répondre, hein, Andy. Washington. Oh, c'est Washington. La métropole des États-Unis d'Amérique, c'est New York, la plus grande ville. Et vous pouvez aller vérifier ça après le cours. La métropole des États-Unis d'Amérique, c'est New York. En deuxième position vient la ville de Los Angeles. En troisième position vient la ville de Chicago. Donc cela veut dire que aux États-Unis d'Amérique, la capitale ne fait pas partie des 5 premières grandes villes. C'est clair? Or, alors qu'en Haïti, Port-au-Prince est en même temps la capitale et la métropole. Et je vais vous poser une autre question. Je vais au Canada. Ou bien, bon, non, je ne vais pas au Canada, je vais au Brésil. Parce que, comme vous le savez, la majorité d'entre vous, vous êtes fans du Brésil. Donc, c'est pourquoi je vais vous poser cette question. Quelle est la capitale du Brésil? Quelle est la capitale du Brésil? Brasilia. Brasilia. Bravo, Désir. Brasilia. Brasilia. Bravo, bravo. Donc, je dois vous féliciter. C'est Brasilia. OK, vous êtes des Saint-Louisiens. Vous êtes des Marines Saint-Louisiens. Monsieur, j'ai une question. Oui, non, non. Après, tu as posé ta question. Je termine. Mais, la métropole du Brésil n'est pas Brasilia, c'est Rio de Janeiro. OK? Mais la ville la plus peuplée au Brésil, c'est Sao Paulo. Donc, c'est pour vous montrer que
on peut ne pas être la capitale et être la métropole. Maintenant, Désir, tu peux poser ta question. Non, vous avez répondu. Ok, ciao. Yeah. C'est clair? Revenons à notre cours. Donc, la métropole concernant la colonie de ce domaine, c'était la France. Or, dans l'un des aspects du pacte colonial au système exclusif, il est stipulé que les colonies ne devaient avoir des relations commerciales qu'avec la métropole seulement. Vous comprenez? Avec la métropole seulement. Donc cela veut dire, si la colonie veut vendre quelque chose, c'est à la métropole. Si la colonie veut acheter quelque chose, c'est entre les mains de la métropole. Donc vous pouvez voir. Or, qui fixait les prix? C'est la métropole. Or, que faisait la métropole? Elle achetait les produits coloniaux à des prix dérisoires. Lorsque je parle des prix dérisoires, très bas. Et lorsque la métropole devait vendre quelque chose aux colonies, lorsque je parle aux colonies, parce que la France avait plusieurs colonies, elle les vendait à des prix exorbitants. Lorsque je parle de prix exorbitants, des prix très élevés. Donc, ceux qui endettaient les planteurs, donc cela veut dire les planteurs, que ce soit les planteurs blancs ou les planteurs affranchis, ils avaient des problèmes avec l'application du pacte colonial. Donc, pour eux, ils voulaient l'abolition du pacte colonial au système exclusif. Ceci explique que lorsque, en France, il allait y avoir des remous, lorsque on allait convoquer les États généraux en France pour essayer de résoudre certains problèmes, les planteurs blancs vont essayer d'envoyer des représentants en France pour faire passer leurs revendications. C'est ce que vous avez étudié en S1 qui s'appelle le mouvement des planteurs blancs. Il n'y a pas de mouvement des blancs. Il y a le mouvement des planteurs blancs. Ce sont les planteurs blancs qui voulaient faire passer leurs revendications. Et je vais vous donner, dans leurs revendications, il y avait 3 principaux objectifs. Premièrement, abolir le pacte colonial. Refouler les affranchis parce qu'ils sentaient que les affranchis allaient devenir pour eux des rivaux. Donc, ils voulaient que les affranchis soient refoulés. C'est pourquoi les planteurs blancs, ils voulaient s'accaparer de toutes les terres qui se trouvent dans les plaines et refouler les affranchis dans les mondes. Les affranchis ne devaient posséder que des terres dans les mondes. Donc, et la troisième revendication, c'était de renforcer l'esclavage. Pourquoi? Il y avait la catégorie sociale des négociants. C'était eux qui étaient les représentants de la métropole. C'était eux qui achetaient les produits à bas prix entre les mains des planteurs. Et c'était eux aussi qui vendaient les produits provenant de la métropole à des prix exorbitants aux planteurs. Donc cela veut dire quoi? Les planteurs blancs étaient très endettés. Ils avaient beaucoup de dettes. Donc si on abolissait le pacte colonial, donc ils pouvaient vendre leurs produits à n'importe quel pays qui existait dans le monde. Donc c'était à eux. Donc il leur reviendrait de fixer des prix si on abolissait le pacte colonial. Donc maintenant, cela veut dire qu'ils considéraient les négociants comme des hommes qu'on devait abattre, malgré que c'était des blancs comme eux. Et que faisaient ces négociants? Comme les planteurs avaient besoin d'argent pour faire fonctionner leur plantation, parce que je dois vous dire, il y avait des planteurs blancs qui possédaient 200, 300, 400, jusqu'à 500 carreaux de terre. OK? Or, quelqu'un qui possède 200, 300, 400, 500 carreaux de terre, OK? Vous pouvez voir ça. Vous pouvez plus ou moins estimer ça. Parce que Saint-Gonzague ne représente votre école. Le site de votre école ne représente que 10 carreaux de terre. Vous pouvez voir quelqu'un qui a 200, 300 carreaux de terre, combien d'esclaves, OK, qui habitaient sur cette habitation, combien d'argent il devait investir pour faire fonctionner cette habitation. Donc cela veut dire que pour faire fonctionner cette habitation, les planteurs étaient obligés d'emprunter de l'argent entre les mains des négociants. Ceci explique que les négociants avaient comme des couteaux sous la gorge des planteurs pour qu'ils puissent payer. Donc cela veut dire que les planteurs blancs avaient des problèmes. Donc pour eux, leur principal objectif,
c'était l'abolition du pacte colonial. Donc, si on abolissait le pacte colonial, ils pourraient vendre leurs produits à n'importe quel pays et augmenter le prix aussi. Donc, ainsi, il n'y aurait plus de dette. C'est pourquoi il y avait en France une révolution. Non, pas une révolution, il y avait des mouvements sociaux en France. Et le roi Louis XVI, qui était au pouvoir en France, juste pour pouvoir apaiser ces mouvements sociaux qui existaient en France, allait convoquer les États généraux. Donc, quand on entend par États généraux, vous sautez une ligne, on va définir ce qu'on a dans États généraux. Vous êtes prêts? Vous sautez une ligne, vous écrivez États généraux. Excusez, je suis grippé. Si vous voyez que ma voix est un peu enrouée, donc je suis grippé. On entend par États généraux. On entend par États généraux, vous écrivez États généraux avec majuscule, hein? État et accent aigu ATS, généraux, G majuscule et accent aigu, N et accent aigu AX. On entend par États généraux une vaste assemblée politique, on entend par États généraux une vaste assemblée politique ou au accent grave, siégeait, vous voyez que siégeait, S-I et accent aigu, G-E-A-I-E-N-T, parce que le sujet va être inversé. Ou siégeait les représentants ou députés, ou siégeaient les représentants ou députés des trois ordres, sociaux, ou État avec majuscule et accent aigu ATS, non, minuscule, ou État, majuscule, vous écrivez État avec majuscule. Les trois ordres sociaux ou État avec majuscule, TATS, de la société française, de l'ancien régime majuscule. Je prends pour vous. On entend par États généraux une vaste assemblée politique où siégeaient les représentants ou députés des trois ordres sociaux ou États de la société française de l'ancien régime. Pour une dernière fois, on entend par États généraux une vaste assemblée politique où siégeaient les représentants ou députés de la société française de l'ancien régime. Okay. Maintenant, vous sautez une ligne et nous allons définir ce qu'on entend par ancien régime. Famille, l'autre, tu as perdu sur le cours. Famille, l'autre, tu as perdu sur le cours. Ok, oui. Et maintenant, ancien régime. Parce que nous avons mentionné l'ancien régime dans la définition que je viens de vous donner concernant les États généraux. On entend par ancien régime le mode M-O-D-E, le mode d'organisation sociale. Le mode d'organisation sociale. Social, ça code avec mode. On entend par États généraux le mode d'organisation sociale. Social sans E. Parce que social, ça code avec mode et non pas avec organisation. Le mode d'organisation sociale. Politique.
politique, virgule, politique, virgule, idéologique, virgule, et économique, QE, le mode d'organisation sociale sans E, virgule, politique, QE, virgule, idéologique, QE, et économique, QE, de la société française avant la révolution de 1789. Oui, Faustin et Désir. Je vois que vos mains sont levées. Faustin et Désir, Stéphane Désir, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Ça va, monsieur, ça va. Ok, oui. Ça va, monsieur, ça va. Je peux prendre pour vous? Ok. On entend par ancien régime le mode d'organisation sociale, virgule, politique, virgule, idéologique, virgule, non, pas virgule, et économique de la société française avant la révolution de 1789. Révolution de 1789, vous écrivez révolution avec la lettre R. Et je vais vous dire pourquoi. OK? La Révolution française de 1789 est considérée comme un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. OK? C'est à partir de la Révolution française de 1789 que ces idéaux, liberté, égalité, fraternité, allaient être vulgarisés dans le monde. Avant, c'était la monarchie absolue. Maintenant, à partir de 1789, on va parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, on va avoir ces valeurs de la société humaine. OK? Mais maintenant, revenons à la révolution de 1789. Vous écrivez révolution avec majuscule. Je vais vous donner une définition de révolution de 1789. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Ok, t'es là. Merci. Ok, je vois ça. Et vous écrivez, on entend par Révolution française de 1789, vous écrivez Révolution avec majuscule et vous mettez Révolution française de 1789 entre guillemets, et vous mettez ça entre guillemets, et vous allez souligner ça en traçant une ligne Révolution de 1789. On entend par Révolution de 1789 l'ensemble des mouvements avec TS, l'ensemble des mouvements révolutionnaires AIRES, l'ensemble des mouvements révolutionnaires qui se sont succédés, l'ensemble des mouvements révolutionnaires qui se sont succédés en France, de 1789, à 1799, qui se sont succédés en France de 1789 à 1799, l'ensemble des mouvements révolutionnaires qui se sont succédés en France de 1789 à 1799 et qui ont mis fin à l'ancien régime et qui ont mis fin, fin FIN, et qui ont mis fin à l'ancien régime, A avec accent, et l'apostrophe, ancien régime, vous écrivez ça en majuscule, et qui ont mis fin à l'ancien régime. Je le prends pour vous. On entend par Révolution française de 1789
l'ensemble des mouvements révolutionnaires qui se sont succédés en France de 1789 à 1799 et qui ont mis fin à l'ancien régime. OK? Et Derek Antoine, merci pour la réponse concernant New York, de même pour la réponse concernant Brasilia. Et je t'en félicite. OK. Messieurs, étant donné que vous avez quoi à 11 heures, je dois m'arrêter maintenant. Je vais tâcher d'avoir une petite intervention demain. Mais si vous avez aimé, vous me faites signe. Si vous n'avez pas aimé, donc vous ne dites rien. Mais hasta la vista. Bye bye. Enfin. Ok, merci beaucoup. Et, non, pas de musique, pas de musique. Pas de musique. Pas de musique. Ok. Bye bye. Merci. Au revoir. Monsieur César. Maintenant. Ben, quoi, ça va arriver dans la Ligue des Champions?
Peut-être